Conformément au calendrier électoral réaménageant la date de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Sankuru et du Sud-Ubangi, publié le 25 juin 2019, les membres de l'Assemblée plénière de la CENI se sont retrouvés ce 10 juillet 2019 à Kinshasa, en réunion la plénière, sous la conduite du patron de la Centrale électorale, Corneille Nangaa Bello. Deux importantes décisions ont été prises au cours de cette réunion. La première portant annonce des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Sud-Ubangi et la seconde portant report de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Sankuru. Ce, pour des raisons technico-opérationnelles, comme le précise le président de la CENI, Corneille Nangaa Bello. Les résultats au Sud-Ubangi sont tels que sont respectivement élus gouverneurs et vice-gouverneurs, messieurs Mabenze Beibenz Jean-Claude et Zaboussou Luolo Zéphirin. Quant à la province du Sankuru, je voudrais vous annoncer que l'élection n'a pas pu être organisée pour des raisons technico-opérationnelles, ainsi que, je pense, pour la sauvegarde de la sécurité et de la paix dans la province. Le président de la CENI a terminé sa communication en annonçant une nouvelle date pour la tenue de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur du Sankuru. Nous poursuivons des consultations pour harmonisation de vues, de sorte que cette élection se tiendra le 20 juillet prochain. La Commission électorale nationale indépendante rappelle aux candidats indépendants aux partis et regroupements politiques ayant participé à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Sud-Ubangi que les réclamations et contestations relatives aux résultats provisoires ainsi publiés seront portées devant la Cour d'appel du Sud-Ubangi faisant office de cour administrative d'appel dans un délai de 8 jours dès l'annonce des résultats provisoires. En présence de l'autorité morale, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, la conférence des présidents de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés prend acte de la suspension de Modeste Bahati Lukwebo au Front commun pour le Congo FCC et reprend son autonomie totale vis-à-vis des institutions de la République, des associations et de la société civile ainsi que d'autres regroupements politiques. Par la bouche de son rapporteur Rémi Moussongo Ibampale, la conférence des présidents renouvelle sa confiance au président et autorité morale du regroupement politique AFDCA, l'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo. 3. Note que la conférence des présidents des partis et personnalités politiques demeure l'unique organe compétent habilité à engager l'AFDCA, et ce, par la personne de son président et autorité morale, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo. En conséquence, elle fait observer que la déclaration faite en date du 5 juillet par un groupuscule d'élus et de non-élus de notre regroupement ne peut engager l'AFDCA. Mais en garde tous ceux qui tentent de débaucher en son sein, car ils n'auront ni légitimité ni légalité pour engager notre regroupement, l'AFDCA, qui reste une et indivisible. Invite son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale à reconstituer son bureau. Confirme la déclaration de la conférence des présidents des partis et personnalités politiques élargie aux sénateurs, députés nationaux et députés provinciaux de l'AFDCA faite en date du 2 juillet 2019 par laquelle le président et autorité morale du regroupement politique AFDCA, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a été investi en qualité de candidat au poste de président du Sénat. Prend acte de cette suspension et annonce que le regroupement politique AFDCA reprend son autonomie totale vis-à-vis des institutions de la République, des associations de la société civile, ainsi que d'autres regroupements et partis politiques. Les maisons détruites lors de l'incendie au Kanzaïr dans la commune de Kadoutou seront construites. Précision du directeur de cabinet de chef de l'État, Vital Kamerhe, en mission dans la province Sud Kivu. C'était lors d'une visite de réconfort
ce mardi 9 juillet à l'Institut Kassali en présence du gouverneur des provinces Théongo Abidje Kassi et le vice-gouverneur Marc Malago Kachekere. Par la même occasion, Vital Kamerhe a remis symboliquement quelques vivres et non-vivres aux sinistrés, à qui il a également promis la remise d'une importante somme d'argent aux propriétaires et locataires de ces maisons. Le chef de cabinet du chef de l'État a fait savoir que l'assistance humanitaire de la présidence sera confiée à la Caritas pour sa distribution afin de prévenir des éventuels remous dans les chefs des bénéficiaires. Des 211 maisons, 211 familles, c'est un drame. Et le président de la République, aussitôt informé par le gouverneur de notre province, Sud Kivu, m'a dépêché ici pour vous amener vivres et de non-vivres, des médicaments et de l'argent pour reconstruire vos maisons. Donc nous avons suivi le conseil du gouverneur qui a souhaité imprimer une nouvelle façon de gérer la province. Il dit, je voudrais qu'on gère cet argent et tous ces biens-là avec Caritas, et le directeur de cabinet adjoint de l'État va rester pour donner le go. Nous pensons que c'est une très bonne chose et déjà au niveau de la transparence, tout le monde va se retrouver. Inactif depuis le pillage de 1991, puis réhabilité en 2009 sur financement de la Banque africaine de développement, le domaine agro-industriel présidentiel de l'Antsele d'Aipen est quasiment laissé à l'abandon. Et c'est dans l'optique de sa relance que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché sur ces sites son conseiller principal au Collège de la planification, agriculture, pêche et élevage, en mission d'inspection dans ce parc agro-industriel situé dans la commune rurale de l'Antsele. L'objet de notre mission était de faire les états des lieux sur les entités agricoles de la présidence. Ambroise Kazambou a débuté sa visite au bureau administratif de l'ex-Daipen où il s'est longuement entretenu avec les cadres et agents ainsi qu'avec le chef coutumier de ce coin. S'en est suivi une visite guidée du camp hébergeant les familles des travailleurs de Daipen. Constat fait, les conditions sont précaires. Autre site visité, le nouveau Daipen, dernièrement réhabilité et géré par l'entreprise israélienne LR Group, une faible production a été constatée. Sur 42 bâtiments disponibles pour l'élevage de poussins, un seul est à ce jour opérationnel. Réalité quasi similaire au pavillon de Pondeuse, 2 bâtiments sur 6 sont actifs. Quelques hectares de légumes constitués de choux paumés, de poivrons et de tomates ont été également visités. La boucle a été bouclée au site de la pisciculture actuellement exploité par des agents d'Aipen et des particuliers pour des travaux maraîchers. Au terme de sa mission, Ambroise Kazambou a formulé des recommandations au cadre de Daipen et a ensuite apaisé les esprits des agents de cette entreprise impayée depuis 1994. Le constat est vraiment désolant. Le constat est largement amer. Il faut vraiment un traitement choc. Et nous sollicitons même l'implication personnelle du chef de l'État pour que nous puissions mettre un peu de l'ordre. Sinon, on ne peut pas parler de développement agricole. Depuis le 11 juillet 1989, l'Organisation des Nations Unies avait recommandé et décrété pour faire de cette date la Journée mondiale de la population. Cette célébration est une généralisation de la journée du 11 juillet 1987, date que la planète Terre totalisait 5 milliards de personnes. Cette année, la journée est placée sous le thème « La conférence internationale sur la population et le développement » CIPD 25 ans après son adoption au Caire. Pour expliquer la quintessence de cet événement, la Conférence internationale sur la population et le développement, CIPD, qui totalise 25 ans de son existence, coïncide à 50 ans de vie du Fonds des Nations Unies pour la population. La CIPD a convié le responsable de médias à un déjeuner de presse à qui il a été expliqué les différentes activités des CIPD menées sur le terrain à travers le monde et procédé à l'évaluation de toutes
ces années. Plusieurs autorités des médias, dont le directeur général de la RTNC, Ernest Ilunga Kabila, toutes représentées par l'organe de régulation, ont pris part active à ces déjeuners d'échange. Tito Ndombi, président du CESAC, a émis le vœu de voir le média s'impliquer dans les questions de la population. Il y a des défis majeurs à relever, qu'il y a de nombreux problèmes qu'il faut résoudre. Et quand vous diffusez des informations, quand vous publiez des journaux, consacrez plus d'espace aux problèmes qu'il faut résoudre, aux problèmes qui se posent au sein de la population, faire ce travail-là de sensibilisation, être le prolongement de ce que l'UNFPA fait. Une photo de famille a bouclé la boucle de la cérémonie. Célébrée chaque année, le 11 juillet, la journée mondiale de la population, recommandée par le conseil d'administration du PNUD, se fixe comme objectif, entre autres, attirer l'attention sur l'urgence et l'importance de questions de population dans le cadre du plan et programmes généraux de développement et la nécessité de trouver des solutions durables aux problèmes de la population. En RDC, plus précisément à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, il se tiendra du 11 au 12 juillet le rendez-vous national sur la population qui va réunir les jeunes de différents horizons de la RDC. C'est dans cette optique qu'une délégation du comité organisateur composée des jeunes entrepreneurs du Haut-Katanga, conduite par l'ambassadeur universel de la paix, Felimbenga Mukuna, s'est rendue à Kolwezi pour s'enquérir de l'effectivité des travaux préparatifs. Occasion pour Felimbenga d'inviter tous ces jeunes entrepreneurs d'inscrire leurs activités dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Axé sur l'homme, relayé en province par les gouverneurs Richard Mouyej Manguez-Mans. Aussi bannir la division et l'exclusion par une jeunesse responsable. Les premiers jours, le grand message, c'est celui de promouvoir l'unité interethnique entre les jeunes ou entre la population, parce que c'est même ça le salut de notre pays, quand il y a l'amour du prochain. Le deuxième jour, c'est aussi un grand jour où les jeunes vont exposer. L'appel est lancé à tout le monde, des Kolwezi, aux entreprises, aux membres du gouvernement, aux gouverneurs, de venir donc encourager les jeunes en achetant leurs produits, en signant des contrats avec les jeunes. Ça sera une manière donc de les faire participer dans la vision que tous voulons réussir. Le rendez-vous est donc pris du 11 au 12 juillet à Kolwezi pour la célébration de la Journée mondiale de la population avec tous les jeunes de la RDC. Elle représente un pourcentage élevé dans les domaines agricoles, plus exactement dans l'agriculture des subsistances. La 13e édition du Café Jean, initiée par l'ONU Femmes RDC, sur l'utilisation des technologies appropriées dans la transformation des produits, en l'occurrence les maniocs, apporte cette touche si particulière. Une initiative saluée par la ministre du Genre, Enfants et Famille, Chantal Safoulo-Poussa, à cette activité qui a promis aux femmes productrices l'accompagnement de son ministère dans la mutation qui va s'observer après cette 13e édition du Café Genre. Par ailleurs, la patronne du genre, Chantal Safoulo-Poussa, a échangé avec une délégation de la Confédération syndicale du Congo sur la participation de cette structure à la 108e session de l'Organisation internationale du travail OIT, qui a marqué également les centenaires de l'OIT. Une session pendant laquelle des sujets liés aux violences et harcèlements en milieu de travail ont été abordés. Il ressort de ces grands rendez-vous du monde du travail la rédaction d'une convention sur les questions des violences et harcèlements en milieu de travail que la République démocratique du Congo est appelée à ratifier. Avec les représentants pays de l'UNFPA et le docteur Senen Houton, il a été question de l'organisation prochaine des activités de la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juillet de chaque année. Ajouté à cela, le 50e anniversaire de l'UNFPA prévu cette année à Nairobi au Kenya. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2019, c'est pour bientôt. En attendant, le ministre intérimaire de l'EPSP, Emery Okunji, a effectué une descente à l'inspection générale de l'EPSP
Objectif, c'est rendre compte du niveau de compilation des items à travers ces différentes étapes, correction, évaluation, rédaction et imprimerie. L'occasion pour les ministres intérimaires de l'EPSP d'appeler les responsables impliqués dans la correction des items de faire preuve d'objectivité et de patriotisme pour avoir des résultats crédibles. Emery Okundi n'a pas manqué de fustiger les comportements de certains compatriotes qui publient de faux résultats à travers les réseaux sociaux alors que le travail de correction se poursuit. Nous venions de visiter les centres de correction. Tout se passe convenablement, comme prévu. La publication des résultats d'examen d'État est imminente. Nous mettons en garde tous ceux qui spéculent. Cette publication sera précédée d'un communiqué du ministre de l'EPSP, que je suis AI, et nous le faisons par la voie officielle. La publication des résultats de l'exéta incombe au gouvernement à travers le ministère de l'EPSP. Tout résultat publié en dehors du canal officiel et à mettre sur les comptes des spéculations et donc des faussetés. C'est avec l'appui du gouvernement congolais que ces investisseurs hollandais de l'entreprise God Center vont bientôt déclencher une action humanitaire dans toute la République démocratique du Congo. Cette société a pour mission de soutenir les orphelinats ainsi que les enfants en rupture familiale à travers la création de marchés d'emploi. Question de rendre ces enfants abandonnés utiles dans la société et améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Le directeur général de God Center, chef de la délégation, a expliqué au vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo Pongo, qu'il a reçu en audience les actions déjà accomplies sur le terrain avec des visites dans 2 orphelinats de Kinshasa, notamment à Bibwa et à Mekao, dans la commune de Lansele. Du reste, il sollicite le soutien du gouvernement congolais pour un bon fonctionnement de cette œuvre humanitaire et sociale. Le vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo Pongo, a apprécié cette initiative et promet d'accompagner ces projets au profit de la République démocratique du Congo. Puisque le succès est garanti par Dieu, les investisseurs hollandais engagés dans les actions à caractère humanitaire et rêvent transformer la République démocratique du Congo à l'image de leur pays. Ils ont associé les hommes dédiés congolais avec en tête le pasteur Ejibaya Mampia pour consacrer le Congo entre les mains de Dieu pour son lendemain meilleur. La République démocratique du Congo connaît une crise énergétique majeure malgré son énorme potentialité. À titre illustratif, le déficit énergétique à Kinshasa, la capitale, est passé de 175 MW en 2009 à 432 MW en 2016. Voilà qui a poussé le CERERC, Centre d'études et de recherche sur les énergies renouvelables, Kitia Kondé, de mener une étude scientifique sur le projet de construction du barrage de Zongo 2. Capable d'accroître la capacité de transit de puissance vers Kinshasa-Ouest et une partie de la province du Congo central. Selon le professeur Ndaye Kankan et l'ingénieur Edouard Kongolo, cette étude appuyée par Ressources Matters et ses partenaires a permis à l'équipe d'experts du CEREC de réaliser que le projet de la centrale hydroélectrique Zongo 2 est un projet encourageant. Son taux d'électrification se situa autour de 14%. La même étude révèle aussi un manque de planification et de collaboration entre les partenaires. Certains travaux pourtant mentionnés dans les contrats Engineering, Procurement, Construction n'ayant pas encore été réalisés jusqu'à ce jour. Les postes d'interconnexion Zongo 1, Zongo 2, la ligne de transport Zongo 2, l'amélioration du réseau de distribution de Kinshasa-Ouest et autres. Ajoutez à cela les retards remarquables sur la durée des travaux pour 3 ans, avant d'être revus pour 4 ans et finalement pour 6 ans, les coûts étant sous-estimés au départ.
Selon Jean-Claude Mpoutou, analyste pour Ressources Matters, sa structure travaille dans les secteurs énergétiques en vue de promouvoir l'accès à l'électricité pour tous à travers 2 volets, la cartographie et l'analyse des projets hydroélectriques dans le cadre du projet Mwangaza, un projet qui prend en compte 6 autres projets hydroélectriques de Boussanga, de Bunia, de Bukavu, Zongo 1 et de Sanga, en plus de Zongo 2. Les ponts Kinkole 1 revus et corrigés grâce au programme d'urgence financé par les trésors publics et les FONER, programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les différents secteurs de la vie nationale. Construction des murs de soutènement, construction des accotements, canalisation des eaux grâce à la construction des collecteurs, travaux anti-érosifs, plantation de vétiver et pour la solidité du sol, progression de l'érosion qui allait emporter les collèges Saint-Modeste arrêtés et disparus. Voilà autant de cortèges de malheurs métamorphosés en une lueur d'espoir pour non seulement les usagers de la route, mais également les habitants du quartier environnant. Aujourd'hui, nous sommes en droit de les confirmer, les ponts Kinkole 1 ne représentent plus un danger public. Ce danger pourrait peut-être venir des constructions anarchiques aux alentours de l'ouvrage réhabilité. C'est le cas de cette maison construite pour la production de l'eau dans une zone qui exige pourtant la construction des ouvrages connexes pour la protection du pont Kinkole. Curieusement, cela se passe au vu et aussi des autorités municipales et sous le regard impuissant des habitants du quartier. Le pont Kinkole était menacé d'écroulement. Et grâce au programme de 100 jours du chef de l'État, ce pont est sauvé. Mais voilà que des inciviques qui veulent saboter ce que les autorités font viennent construire dans l'emprise de la route. Et au moment où nous vous parlons, vous pouvez voir les images dans quel état se trouve cet environnement du pont. C'est inadmissible, a souligné le directeur général de l'Office des routes qui envisage la démolition pure et simple de cette maison. Sinon, le pire s'en suivra avec ses effets collatéraux sur la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre l'aéroport international d'Ondjili et la cité de Kinkole. Nous sommes dans la commune de Lanseli. Kinshasa, la capitale, doit revêtir sa robe d'antan. Plus qu'un souhait, un engagement de l'exécutif provincial de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Pour ce faire, ce dernier a dépêché une équipe de 3 ministres provinciaux et du député provincial Flavien, élu de Massina. Chitenge Kabouya Thierry, ministre provincial de Travaux publics et Infrastructures, qui ont visité plusieurs chantiers, notamment l'avenue Kulumba à Massina. Ici, l'Office des voiries et drainage et Malta Forest construisent un pont autrefois de fortune reliant les 2 parties de cette avenue traversée par une rivière. Cette voie va permettre à la population de cette partie de la capitale d'atteindre l'aéroport international d'Ndjili sans passer par le boulevard Lumumba. Thierry Chitenge Kabouya explique l'importance de cette visite. Nous avons constaté qu'il y avait une désolation, mais fort de l'engagement du gouvernement conduit par son Excellence, Monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngobila, et fort de la politique déjà initiée par le chef de l'État, il y a du travail à faire. Nos prédécesseurs ont travaillé, ils se sont arrêtés là où ils se sont arrêtés. Et là, nous sommes venus pour continuer cette œuvre que nous voulons changer, que nous voulons transformer par la construction. Bien avant, cette même délégation a visité l'avenue Matankumu à Massina, son fil, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Après cette visite d'inspection, le ministre provincial de Travaux publics et Infrastructures a rassuré la population du quartier Sans Fil à Massina quant à l'implication de l'autorité provinciale dans la réhabilitation de cette artère principale. Pour une première en République démocratique du Congo depuis son indépendance, un ambassadeur reçoit une décoration de meilleur ambassadeur. C'est le cas de celui qui était ministre des Affaires étrangères, gouverneur du Kasaï oriental,
et ambassadeur de la RDC en Ouganda et à Chine, Jean-Charles Lokoto Lolakombe, qui reçoit du gouvernement chinois pour son ministère des Affaires étrangères une récompense avec qualification qui lui reconnaît comme le meilleur ambassadeur. Pour moi, cela m'encourage d'aller toujours de l'avant. Et ce n'est pas la première fois. C'est que dans mon pays, je n'ai jamais été décoré. Pour une fois, j'ai été décoré aussi en Suisse, à l'époque où je suis PAD de l'Abeba. Je faisais parmi les 5 meilleurs managers de l'Afrique, et cela c'était en Suisse. Aujourd'hui, c'est la Chine. Je suis très honoré. Mon souci est de pouvoir servir toujours mon pays et d'aller de l'avant. C'est demain du secrétaire général aux Affaires étrangères, M. Ileka Atoki, que Jean-Charles Lokoto Lolakombe a reçu ces coffres contenant la pierre la plus précieuse de la Chine pour témoigner la qualité du travail abattu qui vient de faire la fierté de la République démocratique du Congo. Kinshasa Bopeto. Kinshasa doit revêtir sa robe d'antan. C'est credo du gouverneur de la ville-province Kinshasa a rencontré les désirs des Kinois, déterminés à apporter leur appui dans la lutte contre l'insalubrité. Les jeunes de Tchangou s'organisent et emboîtent déjà le pas pour nettoyer les artères et quartiers de leur commune. Le but principal était d'abord de nous permettre de pouvoir assis la ville de Kinshasa, en même temps de mettre de l'ordre. Vous savez, dans l'époque, Kinshasa c'était une très belle ville. Et pour le moment, il y a beaucoup de salubrité. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de travailler par rapport à ça, afin que Kinshasa revienne auparavant très belle. Beaucoup de méthodes, sauf que nous sommes en train de mettre par-ci par-là des poubelles, et puis dans des maisons de gens, dans de grands acteurs, afin que les gens jettent là-bas, et nos véhicules passent pour récupérer les évolutions, les jeter à l'endroit approprié. Engagés sur le terrain avec des moyens de bord, ces jeunes attendent aussi les encouragements des autorités. Nous sommes en train de travailler comme étant Congolais que nous sommes. Et du fait que nous aimons le pays, on fait ce travail d'abord parce que nous aimons le pays. Et nous voudrons que le gouvernement congolais nous soutienne à 100% parce qu'on fait un travail pour le pays. Et c'est la raison pour laquelle je fais l'appel déjà sur l'excellence du gouverneur Janssen Mobila pour bien voir cette activité et de les mettre aussi la main afin que Tchangou revienne très bien propre comme auparavant, afin que tout Kinshasa devienne propre comme auparavant. Lancement ce mercredi 10 juillet 2019 de l'action d'aide sanitaire et de développement